7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Anselme Boussuge. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut Triomphe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, plusieurs chiffres à retenir pour comprendre le résultat de ce scrutin. D'abord, le taux de participation, 52,5% contre 50,1% en 2019. C'est plus, mais ça signifie aussi qu'environ 48% des Français s'abstiennent toujours. Et sans grande surprise, ce sont les jeunes qui se sont les moins déplacés aux urnes. Ça ne va pas s'arranger avec les élections législatives. Plus d'un électeur sur deux âgé de 25-34 ans n'a pas voté. Dans cette tranche d'âge, ils sont 32% à avoir donné leur voix à la liste menée par Jordan Bardella, 5% pour Valérie Hayé. Alors on fait une pause avec les chiffres. Anselme Boussuge, on fait toujours semblant d'être surpris quand on apprend le niveau d'abstention des Français aux européennes. Pourtant, c'est devenu une constante. Pourquoi, à votre avis ? Alors oui, c'est une très bonne question. Pourquoi un taux d'abstention aussi élevé chez les jeunes ? Je pense qu'il y a maintenant une défiance, c'est quelque chose qu'on répète depuis maintenant très souvent, depuis très longtemps. Il y a une défiance des jeunes envers la politique. Je ne pense pas que ce soit si catastrophique que ça. Je vais aller un petit peu à contresens. Effectivement, on a un taux d'abstention qui est toujours très haut, mais on a parmi les jeunes qui votent, j'ai l'impression, une sorte de réveil européen, de réveil français. On a beaucoup de jeunes qui sont extrêmement fiers d'aller voter maintenant. Ouais. On avait quelques années, effectivement, un peu plus de jeunes qui votaient, mais pas forcément par conviction. Quand on regarde aujourd'hui les chiffres précisément, et les chiffres notamment des gens qui votent pour le RN, des gens qui votent pour LFI, ce sont maintenant des votes absolument de conviction. On a des gens qui ont trouvé leur parti, on a des gens qui arrivent à se retrouver finalement dans l'échiquier politique français. Et quand on regarde par exemple on regarde le RN qui a 88% de taux de rétention par rapport à la dernière élection, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui se retrouvent par exemple dans les idées du Rassemblement national et qui vont voter maintenant systématiquement pour eux à toutes les élections. C'est un petit peu la même chose pour LFI, même si on a une petite dégradation du vote pour LFI, mais globalement les jeunes vont quand même voter pour la France insoumise. Et donc on a des partis maintenant qui arrivent, je pense, à représenter en tout cas un certain nombre de Français et même un certain nombre de jeunes. Donc effectivement, le score continue à baisser parce qu'on a une défiance qui est totalement généralisée, mais j'ai honnêtement un petit peu confiance sur la suite. Je pense que les jeunes vont se remobiliser, en tout cas quand on regarde, alors je sais que les réseaux sociaux ce n'est pas le monde entier, mais quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde ce qui se passe dans la rue, quand on voit les manifestations pro ou les manifestations contre, on a quand même l'impression qu'il y a un réveil des jeunes. En tout cas, on a des jeunes qui sont de plus en plus impliqués dans la vie politique de leur pays, malgré tout. Et donc, je suis assez confiant sur la suite. Alors, on vient de parler de l'abstention à l'instant. Et l'abstention est tout de même la grande gagnante en Nouvelle-Calédonie. On peut faire un petit zoom dans cette région dont on parle beaucoup en ce moment. Elle est la grande gagnante donc avec 86,87% des voix. Il y a donc eu une participation de seulement 13,5%. Je pense qu'on peut en parler, même si c'est vrai que c'est pas beaucoup moins que d'habitude. En 2019, on était à 16,19%. Donc finalement, c'est vrai que la tendance de l'abstention reste très forte de manière générale. Ce qui est intéressant là, je pense, c'est surtout les résultats en Nouvelle-Calédonie. On voit que Renew, la liste donc de Emmanuel Macron, décroche les 28,6%. Ils s'imposent en première position et ils sont suivis par le Rassemblement national à 21,7%, Reconquête à 16% des voix, LR à 13%. Et donc, si on fait un comparatif par exemple avec les présidentielles de 2022, Reconquête était à 9%. Ils sont passés à 16% en Nouvelle-Calédonie. Il faudrait voir en Outre-mer où est-ce qu'on en est sur les autres îles, mais c'est vrai qu'on voit qu'en tout cas en Nouvelle-Calédonie, même si l'abstention est très forte, il y a quand même des voix patriotes qui se font entendre. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. Oui, absolument, mais ça c'est quelque chose qui est assez global et qu'on peut remarquer en fait dans toutes les nations, tous les pays, en tout cas toutes les régions qui ont des problématiques fortes, soit identitaires, soit sécuritaires. On a en fait souvent un double phénomène qui se met en place. Premièrement, on a, vous savez, ce qu'on appelle l'effet de drapeau, c'est-à-dire les gens qui vont systématiquement aller voter pour le parti qui est en place, pour le parti fort, pour le parti qui les a accompagnés depuis des années. Donc c'est normal qu'Emmanuel Macron, en tout cas, fasse un bon score premièrement là-bas. Et on a un deuxième effet qui est justement l'effet de la dégradation politique, qui est qu'effectivement on va avoir, non pas comme à l'époque, une sorte de PS fort, de LFI fort, de LR fort et un petit peu de Rassemblement national. On va avoir vraiment une sorte de dissolution de tout l'échiquier national qui va in fine se donner quoi ? C'est-à-dire un gros bloc qui va être centriste et un gros bloc qui va être identitaire, qui va être le même vote de contestation qu'on retrouve en France. Et c'est extrêmement intéressant
Quand on regarde précisément ce qui se passe en France, c'est on retrouve finalement petit à petit un bipartisme. C'est-à-dire qu'on avait jusqu'à récemment, le gros bloc macroniste qui était largement majoritaire. Et aujourd'hui, on a un bipartisme, mais pas comme celui qu'on a connu il y a quelques années, c'est-à-dire à la fois LR et à la fois PS, mais un bipartisme qui va être à la fois un bloc de gauche qui a été la NUPES et un bloc de droite qui a été le Rassemblement national et Reconquête, qui a quand même gagné 5 élus au Parlement européen, ce qui est quand même quelque chose de phénoménal et qui, je pense, a un événement plus important encore que le haut score du Rassemblement national. Donc on a un bipartisme qui se met en place, qui est à la fois un vote de contestation et à la fois un vote, et à la fois quelque chose qui montre le délitement du bloc macroniste, parce que quand on regarde les chiffres précisément, on a une partie du vote macronisme qui s'est effritée, une partie qui est partie au PS et une partie qui est partie au Rassemblement national et un petit peu à LR. En fait, on a un gros bloc qui était encore très puissant il y a quelques années, qui aujourd'hui est complètement délité sur ses côtés gauche et ses côtés droits. Et donc on retrouve maintenant aujourd'hui, comme je viens de le dire, une sorte de bipartisme qui sera, je pense, pas sans conséquence. Alors pour faire un petit point sur les sièges perdus et gagnés dans les groupes, le PPE reste quand même le groupe majoritaire avec 189 sièges, ils en ont gagné 13. Le Renew, 83 sièges, ils en ont perdu 19, c'est quand même assez conséquent. ECR, 72 sièges et Identité et Démocratie, 58 sièges. Est-ce qu'il ne faut pas modérer les réactions sur la montée en puissance de ce qu'on appelle l'extrême droite, des patriotes, etc. Parce que le Parlement européen, le PPE, reste de fait malgré tout le groupe majoritaire. Oui, absolument. Je pense que c'est vraiment l'élément principal. On entend beaucoup dire que la droite ou l'extrême droite est en train de monter depuis hier. Ça a été le cas en Autriche pour des raisons très spécifiques qui font qu'ils ont toujours fait des alliances entre l'OVP, le SPE, etc., qui ont toujours très bien fonctionné. Et donc on a effectivement une montée de la droite en Autriche, on a une petite montée de la droite en Allemagne, mais globalement les résultats sont assez décevants. On parlait encore il y a un mois, il y a 2 mois de grands changements démocratiques parce qu'on voulait faire tomber le PPE, parce que la droite voulait renverser absolument les PPE. Aujourd'hui, le PPE est quand même renforcé, on a une augmentation un petit peu du centre droit, mais globalement sur les groupes ECR, sur les groupes ID, il n'y a pas grand chose qui soit absolument favorable à la droite. On a gagné 13 sièges sur 700, ce qui est quand même vachement relativisant. Alors on parle un petit peu de l'AfD en Allemagne, mais en fait les démocrates suédois ont été sous la barre des 15%, on a Vox qui a été sous la barre des 10%, on a le PVV aux Pays-Bas qui a fait un score qui a été 17e, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les Polonais du PiS qui sont arrivés 2e, donc je pense que c'est absolument en demi-teinte. Et ce qu'il faut comprendre absolument, c'est fondamental, c'est que depuis 1999, on a une grande alliance qui est l'alliance du PPE avec la gauche socialiste au Parlement européen, et que la seule manière pour la droite de peser finalement avec les commissaires européens, avec les députés européens dans le grand vote européen, c'est simplement de pouvoir demander au PPE non plus une alliance avec la gauche, mais une alliance avec la droite. Et je pense que le PPE n'aura aucun problème à faire une alliance avec les conservateurs de CR, par exemple, si les conservateurs arrivaient à avoir davantage de place. Mais aujourd'hui, quand on regarde les sociaux-démocrates, ils sont encore largement le deuxième groupe de coalition, et donc ça n'a pas d'intérêt pour l'instant pour le PPE de faire de l'alliance avec les conservateurs. De fait, sociaux-démocrates, 135 sièges. C'est quand même du haut niveau. Écoutez, merci beaucoup Ansem Boussuge d'avoir accepté notre invitation pour clore cette émission spéciale européenne.